Et puis certains disent, ça me suffit, j'en ai marre de tout ça. Et ensuite, ils votent, bien sûr, pour des personnes complètement différentes, les soi-disant populistes. Aux États-Unis, bah, cela inclut Trump, en France, Marine Le Pen et en Allemagne, l'AfD. Quand on dit je veux que cela change, mais dans la politique établie, la volonté de changement est faible. Et puis il y a des cartels. Ensuite, les soi-disant partis démocratiques, je ne sais même pas pourquoi ils usurpent ce terme, mais ils se disent démocratiques et qualifiant les autres de non démocratiques, et ils érigent des murs de feu. Des partis comme l'AfD obtiennent plus de 20% des voix et sont jugés antidémocratiques, donc leurs électeurs le seraient aussi en quelque sorte. En poussant plus loin, mot-clé mur de feu, ils créent finalement un cartel de l'establishment excluant les autres. Donald Trump n'est certainement pas parfait, mais peut-être devrions-nous moins nous demander pourquoi il est comme ça et davantage pourquoi le système fonctionnait si mal auparavant qu'il est soudain apparu comme la seule option possible. Je m'appelle Simo Azaoui, je suis le fondateur de Meet Your Mentor et c'est parti. Professeur Mayer, Donald Trump est-il vraiment le bulldozer dont tout le monde parle ou simplement le premier à dire tout haut que le système était déjà menacé d'effondrement ? C'est une bonne question. Oui, il est évidemment un perturbateur maximal parce qu'il appelle les choses par leur nom. Je l'ai déjà comparé au dieu romain Janus. Deux visages, l'un regarde en arrière, et là il découvre simplement des problèmes non résolus, et il les nomme sans ménagement. L'autre visage regarde vers l'avant, et là c'est un peu confus. Il n'a vraiment pas de concept convaincant, et il change tout le temps d'avis. En ce sens, c'est un personnage très ambivalent. Je pense que si l'on attend la fin de son mandat, il y a deux possibilités très différentes quant à la façon dont il entrera dans l'histoire. Il pourrait entrer dans l'histoire comme un président qui a vraiment changé les choses là où les changements étaient nécessaires. Ou il pourrait entrer dans l'histoire comme président qui a lancé des choses, qui a initié des changements, mais qui a finalement échoué. Tout cela reste très ouvert et il sera intéressant de voir comment les choses évolueront avec Donald Trump. Vous apportez là de très bonnes idées, et c'est une excellente transition pour la prochaine question. Pour beaucoup, Donald Trump semble fou. Il évoque droits de douane, réduction de la dette, dollar faible, etc. Est-ce plutôt le plan d'un homme qui a compris le jeu ? Dans de nombreux médias allemands, il est jugé très erratique et impulsif. Biden a récemment dit que Donald Trump est quelqu'un qui tire d'abord et vise ensuite. Donc je me dis toujours ça. Quelqu'un qui a réussi à devenir président doit forcément avoir une stratégie durable quelque part. Et savoir que ces impulsions peuvent sembler erratiques à l'extérieur pour l'instant, mais qu'en interne, il y a peut-être une certaine forme de calcul. Je dirais, Donald Trump, c'est une folie méthodique. Quelle est la méthode derrière cela? Il a développé un modèle politique qui est adapté aux perdants américains de la mondialisation. C'est précisément ce que je discute avec le professeur Mayer. Dans le cadre de la mondialisation, et cela a vraiment commencé dans les années 90 avec l'ouverture de la Chine, mais aussi de l'Inde. Dans le cadre de la mondialisation, de nombreux emplois ont disparu des États-Unis. Ils sont surtout partis en Asie, aussi ailleurs, mais ils étaient partis. Par ailleurs, les États-Unis ont beaucoup bénéficié de la mondialisation. Les États-Unis ont connu une énorme financiarisation et un immense progrès technologique dans le cadre de la mondialisation. Ils se sont, si je puis dire, quelque peu spécialisés dans les produits financiers et les hautes technologies, alors que les autres, en particulier la Chine, ben, si vous regardez bien, la Chine a connu une industrialisation massive. C'est comparable à ce qui s'est passé au 19e siècle en Grande-Bretagne. Et les deux, ben, la Chine et les États-Unis, ont formé une symbiose. La Chine s'est industrialisée et a exporté la production excédentaire qui apparaît toujours dans un tel processus vers les États-Unis. Il y a le problème de la surproduction dans le cadre de l'industrialisation rapide a déjà été découvert par Karl Marx. Dans le premier tome du Capital, il y a un chapitre sur l'accumulation primitive du capital. Là, il décrit comment la mécanisation dans l'agriculture conduit à l'exode rural.
Les gens arrivent alors dans les usines industrielles, il y a énormément de personnes qui y affluent. La productivité du mode de production industrielle dépasse largement celle des anciennes manufactures. Il y a une énorme poussée de la production, mais la consommation ne suit pas, parce que les salaires n'augmentent pas, car il y a toujours des gens qui arrivent de la campagne. Et puis Karl Marx en a conclu qu'à terme, cela mènerait à une concurrence ruineuse entre les capitalistes. Comme ils sont en concurrence féroce les uns avec les autres, les salaires continuent de baisser. Cela conduit à l'appauvrissement du prolétariat et à la révolution, selon l'analyse de Karl Marx dans Le Capital. Il a bien sûr omis que les Britanniques ont exporté beaucoup de main-d'œuvre vers l'étranger, aux États-Unis, en Australie et ainsi de suite. Cela n'a pas provoqué de révolution prolétarienne en Grande-Bretagne. Les Chinois ont résolu ce problème de manière très élégante en exportant leur production industrielle excédentaire vers les États-Unis. En échange, les Américains ont exporté des obligations d'État américaines vers la Chine. Donc, l'économiste dirait les Chinois avaient un énorme excédent commercial et ils ont financé cet excédent commercial par l'exportation de capitaux. C'était une symbiose. Les Américains pouvaient se concentrer sur le développement du secteur financier. L'État fédéral américain a obtenu de l'argent presque gratuit, pas gratuit, mais très bon marché. Il a donc pu financer ses dépenses en donnant des obligations aux Chinois. C'était une sorte de consommation sans payer d'une certaine manière. Et les États-Unis se sont financiarisés et ont développé le secteur technologique. Donc, en fait, c'était une situation gagnant-gagnant. L'industrialisation en Chine a sorti beaucoup de gens de la pauvreté. La Chine était extrêmement pauvre sous Mao, sous Deng Xiaoping et ses successeurs. Jusqu'à aujourd'hui, le pays s'est énormément développé. C'est une histoire de réussite incroyable qui s'est déroulée là-bas. Mais aux États-Unis, certains en ont énormément profité. Les entrepreneurs technologiques, les banquiers, les acteurs des marchés financiers, tous ceux qui ont réussi à passer des emplois industriels perdus à des emplois de meilleure qualité. Mais il y avait une couche de la population qui n'a pas réussi cela. Elle a perdu ses emplois industriels et a dû accepter des emplois dans le secteur des services bon marché. Parfois même 2 emplois, parce qu'on ne payait plus assez. Parmi ces perdants, il y avait un groupe tout à fait particulier. Ce sont des ouvriers blancs, comme les appellent les Américains. Eux aussi n'avaient pas accès aux aides de l'État. Comme les minorités, qu'on appelle minorities aux États-Unis, les Noirs, il y a toujours quelque chose pour eux. Toutes les minorités aux États-Unis sont soutenues par l'État. Mais cette sous-classe blanche, elle, a été laissée de côté. J.D. Vance, le vice-président, a écrit une autobiographie très intéressante et captivante à ce sujet, car il vient de cette classe sociale qui était particulièrement concentrée près des usines automobiles et qu'on appelait alors les hillbillies, parce qu'ils vivaient dans les montagnes pélagiennes. Ils vivaient dans les montagnes pélagiennes, mais n'y trouvaient plus de travail. Ce chômage et la chute des revenus salariaux ont alors, comme on peut le lire très clairement chez Vance, détruit les familles. Sa mère était toxicomane, la violence domestique était constante, et sa grand-mère l'a en quelque sorte sauvée. Et c'est elle qui lui a permis de s'élever socialement. Voilà, et ces gens-là n'avaient aucune représentation politique. Hillary Clinton, lors de la première campagne électorale contre Trump, les a appelés les misérables, les déplorables. Ils n'étaient tout simplement pas représentés. Et Trump, un magnat de l'industrie, un magnat de l'immobilier de la côte Est, n'a donc sociologiquement rien à voir avec ces gens-là. Il a découvert ce groupe comme modèle d'affaires politiques, il a choisi de les représenter et il a effectivement réussi à devenir un entrepreneur politique extrêmement prospère. Quand on y pense, être élu 2 fois à la Maison-Blanche, c'est vraiment gigantesque, il faut le reconnaître, chapeau bas, c'est ça la méthode. Et ce qui est, entre guillemets, fou là-dedans, c'est qu'il considère comme une vertu d'être totalement imprévisible. Il a en effet développé ce concept du deal.
Je dois avouer que je n'ai lu que des résumés, mais pas son propre ouvrage. Mais cela implique aussi qu'on essaie toujours, d'une manière ou d'une autre, de faire des affaires, de tromper l'autre partie, puis de la déstabiliser à nouveau, et ainsi de suite. Et ce concept de négociation qu'il considère comme très efficace, il l'applique maintenant à la politique. Mais cela signifie qu'il génère énormément d'incertitudes. Et en plus, il a un concept économiquement très discutable, je dirais même erroné, en essayant de remonter le temps, donc en cherchant à satisfaire son électorat ainsi, en voulant remonter le temps pour retrouver les emplois industriels. Il pense que cela pourrait arriver grâce au protectionnisme et aux droits de douane. En tant qu'économiste, on dirait que c'est une illusion, ça ne fonctionne pas. Le déficit commercial et de la balance courante des États-Unis provient du fait que les Américains investissent plus qu'ils n'épargnent, dirait l'économiste. Cela provoque un déficit. Ils devraient épargner plus, mais ne le font pas. Ils n'en avaient pas besoin, car les Chinois et d'autres leur fournissaient toujours de l'argent bon marché. Ainsi, les Américains n'avaient pas à épargner. Ils n'auraient donc pas besoin d'agir sur les droits de douane. Cela ne fonctionne pas, surtout avec les balances commerciales bilatérales. Aucun économiste ne dirait le contraire. Il devrait plutôt cibler le solde épargne-investissement. Personne ne souhaite moins d'investissement, comme on l'a vu en Allemagne. Donc les Américains devraient plus épargner, mais cette culture de l'épargne s'est perdue. À cette époque merveilleuse où l'on pouvait essentiellement importer des biens de l'étranger sans vraiment épargner, simplement parce que l'État américain pouvait s'endetter très facilement et à moindre coût. Vous apportez ici des impulsions très positives. Monsieur le professeur Mayer, Trump est vu comme ultra-droitier, mais économiquement, beaucoup de ses positions semblent populistes de gauche, du moins selon ma perception de non-économiste. Est-il le premier homme politique occidental à affirmer que la mondialisation a ruiné des millions de vies, quoi. Et il en tire ainsi son propre récit de pouvoir, qui peut peut-être aussi fonctionner, car au final, c'est en fait un récit de pouvoir très à gauche. Oui, vous cerniez parfaitement le problème. La perception de Trump est totalement erronée, car cette attitude critique envers la mondialisation est en fait avant tout une préoccupation de gauche. Et il critique la mondialisation. Il veut revenir à plus d'autarcie, il souhaite aussi, ce n'est pas encore décidé, il y a encore des débats à ce sujet. Il souhaite également instaurer une sorte d'impôt sur la fortune afin de financer son allègement fiscal pour la classe moyenne. Donc ce serait totalement incorrect de qualifier Donald Trump de droite. Il lui manque tout ce qu'on associe normalement à la droite, à part Make America Great Again, Make America Great Again. C'est en quelque sorte ce à quoi s'accrochent les gens qui le considèrent comme un populiste de droite, mais contrairement à la droite. On revient aussitôt à cette comparaison avec les nazis. En fait, il n'est pas belliqueux, il veut mettre fin aux guerres. Il a, comme nous venons de le dire, des concepts fiscaux qui ne correspondent pas vraiment à ceux d'un homme de droite ou d'un néolibéral. Cela ne correspond pas vraiment à son entourage. Il a bien sûr encore, et là le cliché revient, il a bien sûr aussi des revendications territoriales. Il s'imagine qu'on pourrait récupérer le canal de Panama. Il veut le Groenland, il veut intégrer le Canada aux États-Unis comme Porto Rico. Bien sûr, on peut encore dire que c'est le typique homme de droite. C'est un personnage haut en couleur qui, je pense, ne correspond pas au schéma droite-gauche. Je suis d'accord avec vous. Monsieur le professeur Mayer, je trouve que les personnes qui changent de voie sont formidables. Je trouve que les parcours atypiques sont formidables. Et je trouve en tout cas sa personnalité fascinante. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses positions politiques parce que beaucoup de choses semblent un peu confuses. Mais au moins, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de sang neuf dans tous ces débats politiques sclérosés. Je me suis déjà demandé ceci, quand un homme politique se lève et dit « Je veux ramener vos emplois », pourquoi est-ce qu'on se moque de lui au lieu de le prendre au sérieux ? Parce qu'au fond, il y a une bonne intention derrière. Dire que les entreprises doivent aussi produire quelque part, notamment aux États-Unis, pour soutenir notre économie locale. Il y a donc beaucoup de gens aux États-Unis, y compris des personnes instruites,
qui ne trouvent pas du tout qu'il faille se moquer de Donald Trump. C'est surtout un phénomène européen, principalement allemand. Nous, les Allemands, nous nous sentons souvent comme les champions du monde de la morale. Et parfois, nous avons des idées très stéréotypées de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et si quelqu'un ne rentre pas dans ce moule, alors on le considère d'une certaine manière comme un populiste, comme un fou ou autre chose. Alors, nous en avions déjà parlé. Il nomme les problèmes qui, pendant longtemps, ont simplement été repoussés. Les Américains ont une belle expression pour ça. Kicking the can down the road. Il faut s'imaginer qu'on se tient sur une route et il y a une canette de bière par terre et on la pousse simplement toujours plus loin d'un coup de pied. Le problème c'est la canette de bière, on la pousse encore plus loin, on ne la ramasse pas et on ne la jette pas correctement. Toutes les administrations américaines précédentes étaient impliquées et repoussaient le problème. Ça commence avec Obama. Obama a nommé beaucoup de choses, par exemple la faible contribution des Européens à leur propre défense. Il s'est plaint, mais il ne l'a pas vraiment imposé avec force, pour ainsi dire. Joe Biden est responsable de cette politique budgétaire extrêmement expansive qui a fait exploser la dette publique. Donc pas seulement lui, mais il en a rajouté une couche avec son Inflation Reduction Act, qui est en fait une politique de subvention pour les énergies renouvelables et qui a alimenté l'inflation, contrairement au titre de cette loi. Là, il l'a fait. Alors que les États-Unis étaient déjà en surchauffe, il a relancé une impulsion budgétaire. Tout économiste vous dirait de ne pas le faire. De ce point de vue, ce n'est pas Donald Trump qui est principalement responsable. Il porte aussi une certaine responsabilité liée à son précédent mandat, mais il n'est pas principalement responsable ni seul responsable pour l'endettement excessif des États-Unis. D'autres présidents y ont aussi largement contribué. Vous avez évoqué les perdants de la mondialisation. J'ai d'abord pensé au cordon sanitaire et à l'AFD. Vous avez aussi cité panier de pitoyables, signifiant un groupe de personnes misérables. Et est-ce le moment où l'élite commence à se détacher du peuple et utilise alors ce genre de terme ? Parce que c'est vraiment condescendant. Même le cordon sanitaire est vraiment condescendant. Dire « nous ne parlons pas avec 30 ou 40% des gens parce qu'ils ne partagent pas notre idéologie ». Donc, là-dessus, vous avez raison. Je pense en effet que ce qui s'est passé, c'est que les élites se sont réellement éloignées des citoyens normaux, entre guillemets. Aux États-Unis, on peut le voir surtout dans les universités, en particulier dans les universités d'élite, où le wokisme domine. C'est donc tout ce qui est devenu à la mode ces dernières années, ces dernières décennies. Donc, la mise en avant des minorités sociales, ce n'est plus l'individu qui compte en soi, mais l'appartenance au groupe. Beaucoup de choses ont été faites dans les universités, surtout aux États-Unis. Théorie critique de la race. Cela veut dire que chaque blanc est en fait responsable de la misère, du désavantage des gens ou l'égalité des genres. Il faut avancer et privilégier les minorités autrefois défavorisées. Bien sûr, cela énerve beaucoup de gens. Il y a une très belle scène dans l'autobiographie de Vance. Il a réussi parce que sa grand-mère l'encourageait toujours à étudier et il a effectivement obtenu son baccalauréat. Et ensuite, il a même été admis à l'Université d'État de l'Ohio. Et ce n'est donc pas une université de l'Ivy League, mais une université solide dans un État fédéral. Et là, il rentre à la maison et dit à son grand-père, « Eh, j'ai été admis. » Et il lui demanda, « Comment as-tu fait? Tu t'es fait passer pour un noir ou un latino? » Pour les gens, c'était inimaginable que l'on puisse y arriver par soi-même. Il fallait pratiquement donner aux élites une raison quelconque pour qu'elles daignent vous prêter attention. Et ce wokisme, cette culture de l'annulation, nous les avons aussi importés des États-Unis. Toutes ces questions de genre qui sont exagérées. Non, bien sûr, l'égalité est essentielle dans tout État libéral, mais c'est l'individu qui compte, pas le groupe. L'individu est important. Il ne perd pas son identité parce qu'il a un certain genre ou une certaine origine. Cela ne doit jamais compter plus que l'individu.
Et là, beaucoup de gens ont dit, ça ne peut pas être, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ils ont bien sûr cherché quelqu'un qui le nomme. Et Donald Trump a vraiment tapé dans le mille à ce sujet. Maintenant, nous voyons des choses comme, par exemple, la suppression des fonds pour Harvard, l'université d'élite, énorme agitation, énorme agitation. Bah, il y a quelques années, ça, lorsqu'il y avait une campagne Defund the Police, la gauche n'a rien dit. Mais quand il s'agit de couper les fonds à Harvard, tout à coup, c'est un énorme scandale. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut aussi bien réaliser que la dotation de Harvard s'élève à 53 milliards de dollars américains. On pourrait se dire qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'autant d'argent public. Donc, en d'autres termes, il exprime quelque chose qui a touché beaucoup de gens. C'est, comme vous le dites, cette distance entre les élites et le citoyen. On le voit aussi chez nous. Nous avons cela. Nous parlons tous beaucoup de la bulle berlinoise. Il y a du vrai dans cette image. Là, des gens se sont installés très confortablement dans l'État, reçoivent de grosses indemnités. Quand ils ont réussi à obtenir un poste de ministre, ils ont des limousines d'État, voyagent en avion privé, enfin en avions gouvernementaux. C'est vraiment génial. Et là, les citoyens ordinaires se demandent, est-ce qu'ils travaillent encore dans notre intérêt ou est-ce qu'ils travaillent dans leur propre intérêt? Souvent, bah, ils sont arrivés là grâce à certains groupes de pression, disons-le comme ça. Et là, il y a des gens actifs qui entrent, qui ont des idées bien précises. C'est surtout visible chez les Verts, qui se sont aussi entourés de nombreuses organisations non gouvernementales. Et puis, ils arrivent en disant, eh bien, nous savons comment les gens devraient vivre. Nous savons, contrairement à la majorité, comment vous devez vous chauffer, certainement pas avec du gaz, du pétrole ou autre chose. Non, il vous faut une pompe à chaleur. Nous savons comment vous exprimer. Nous devons changer la façon dont vous interagissez habituellement les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi la radiodiffusion publique qui montre cela aux gens chaque soir lorsqu'ils allument la télévision. Et puis on se dit, ça me suffit, j'en ai marre de ça. Puis ils élisent d'autres personnes, les soi-disant populistes. Aux États-Unis, cela inclut Trump, en France, cela inclut Marine Le Pen, et en Allemagne, cela inclut l'AfD. Si on dit je veux que cela change, mais en politique, dans la politique établie, la volonté de changement est faible, et puis il y a des cartels. Ensuite, les soi-disant partis démocratiques, je ne sais même pas pourquoi ils s'attribuent de cette appellation, pourquoi ils l'usurpent, mais ils se disent démocratiques et qualifient les autres de non démocratiques. Et ils érigent des murs coupe-feu. Nous avons des partis comme l'AfD qui obtiennent plus de 20% des voix et seraient soudain jugés antidémocratiques, tout comme, d'une certaine façon, leurs électeurs. Et si on pousse cela plus loin, mot-clé mur coupe-feu, on finit par avoir un cartel de l'establishment qui exclut tous les autres. Et bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens et cela divise la société. Vous soulignez un point très important. J'ai lu récemment qu'au final, peu importe qui gouverne, parce qu'on ne devrait faire confiance ni à un côté, aux révolutionnaires, ni à l'autre côté, qui se présente comme politiquement correct. Finalement, il faut se faire confiance. Parce que c'est le véritable acte de rébellion, parce que les véritables rapports de pouvoir, les rapports de propriété derrière les partis ne sont même pas remis en question. Je me suis toujours demandé, est-ce du cynisme ou est-ce simplement la vérité sur le pouvoir du capital? Parce que, au final, le capital cherche le rendement, le capital est sans limite. Et au fond, les partis qui sont actuellement au pouvoir ne sont rien d'autre que les marionnettes des acteurs qui tirent les ficelles derrière eux. Alors, je ne sais pas si on peut relier directement cette ligne entre guillemets au capital, car derrière eux, ce ne sont pas tant les fédérations industrielles, mais surtout, dans le domaine écologiste de gauche, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales. Ce sont donc des groupes d'activistes qui influencent la politique. Autrefois, on disait peut-être que les capitalistes dominaient la politique. Mais chez nous, je vois en fait que l'économie a peu de poids. Elle doit se serrer la ceinture. On impose des règles aux constructeurs automobiles.
Maintenant, il ne fait plus que de l'électrique. Mais les gens ne veulent pas d'électrique parce que les bornes de recharge ne sont pas vraiment disponibles et parce que l'autonomie pose problème. Mais ils ne s'imposent pas. En fait, je vois plutôt les choses à l'envers. Ils ont peur de la politique. Beaucoup n'osent même plus dire ce qu'il en est réellement. Par exemple, les objectifs climatiques. Là, chaque ingénieur vous dira, ça ne marche pas, on n'y arrivera pas. Mais on les inscrit dans les lois et la Cour constitutionnelle leur donne même une sorte de valeur constitutionnelle à ce qui y est écrit. Mais parlez donc aux techniciens, ils vous diront que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, cela conduit à un éloignement de cette bulle politique par rapport à la réalité. En ce sens, ce dont nous aurions vraiment besoin, je pense, ce n'est pas tant d'une campagne anticapitaliste, c'est ce que veut Madame Reichinek. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait vraiment dire par là. Veut-elle le socialisme de la République démocratique allemande ou le totalitarisme chinois? Mais elle ne nous l'a pas encore expliqué. Donc je pense que ce n'est pas notre problème de revenir maintenant au socialisme. Notre problème, c'est que nous n'obligeons pas l'État à garantir un ordre juridique qui offre à l'individu le cadre de liberté le plus large possible. Et cet ordre juridique ne doit limiter la liberté de l'individu que là où la liberté d'autrui est affectée. Donc, la liberté absolue n'existe pas. Sinon, n'importe qui pourrait prétendre pouvoir tout faire, tuer les autres, les voler, tout. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de règles claires qui limitent la liberté de l'un là où elle touche à la liberté de l'autre. Mais l'État ne devrait pas dicter aux individus ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. À mon avis, c'est là que notre société s'est malade. Nous avons trop de gens qui pensent qu'ils savent mieux que la personne ordinaire. Et ces gens-là, ils aspirent à la politique, ils veulent ensuite imposer leurs idées aux autres, et alors les autres commencent à se rebeller. Et cela ouvre à son tour la voie à des modèles commerciaux politiques des soi-disant populistes. Bon raisonnement. Vous avez aussi mentionné que le système monétaire était devenu incontrôlable. L'argent bon marché était très populaire autrefois, avec une politique monétaire expansive. Pourquoi aucun homme politique n'en parle-t-il ouvertement? Parce que c'est trop inconfortable? Ou bien parce qu'on peut tout simplement imprimer de la nouvelle monnaie et faire porter le fardeau aux générations futures tout en distribuant ainsi des cadeaux? Oui, nous avions aussi, grâce à la mondialisation dont nous avons déjà parlé, mais aussi grâce au progrès technologique, nous sommes entrés dans les années 90 dans une période où l'inflation était structurellement faible. Cela rappelle un peu l'époque du 19e siècle, pendant la révolution industrielle. À cette époque, il y avait par moments une véritable déflation, mais c'était une bonne déflation. Les choses devenaient moins chères pour les gens, ils pouvaient se permettre davantage. Aujourd'hui, nos banques centrales, à mon avis, dans une certaine confusion des concepts, se sont fixés des objectifs d'inflation positifs, 2%. Pour les économistes qui nous regardent maintenant, je dirais ceci. Cette idée que l'inflation doit être positive, que la valeur de l'argent, le pouvoir d'achat de l'argent doit toujours diminuer. C'est quelque chose qui est sorti de la Grande Dépression. Cela s'est autonomisé dans l'enseignement de John Maynard Keynes. Nous avons eu cette déflation positive et les banques centrales voulaient stimuler l'inflation, mais elles n'y parvenaient pas vraiment parce que les biens devenaient moins chers. Et elles ont continué à baisser les taux d'intérêt. Cela a certes conduit à de l'inflation sur d'autres marchés, comme les marchés d'actifs, l'immobilier, les actions, l'or et ainsi de suite, mais pas à l'inflation des biens de consommation qu'elle s'était fixée comme objectif. Comme si je disais, par ailleurs, ils ont ainsi aussi ouvert la voie à une culture dans la politique financière publique, où il semblait pratiquement illimité de pouvoir rendre les gens heureux par l'endettement. La politique financière du choix, donc de la fixation des priorités, de la pondération que chacun d'entre nous doit faire. Nous avons un budget limité, nous devons réfléchir. Est-ce que j'achète ceci ou est-ce que j'achète cela? Mais pas, j'achète toujours tout ce que je veux. Cette politique du choix entre l'un ou l'autre qui était importante à l'époque où l'argent était rare s'est dégradée.
On a maintenant une culture du à la fois ceci et cela. Olaf Scholz l'avait bien résumé pendant la campagne électorale lorsqu'il a dit qu'il n'était pas juste d'opposer les dépenses sociales aux dépenses de défense et aux investissements. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'un État-providence solide, nous avons besoin de plus de défense, nous avons besoin de plus d'investissements dans les infrastructures. Tout, absolument tout doit être là. Si vous adoptez une politique du à la fois ceci et cela, alors vous devez vous endetter de façon gigantesque. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous vous endettez de façon gigantesque, alors le taux d'intérêt doit être très bas. Si le taux d'intérêt est à zéro et que vous pouvez toujours refinancer vos dettes, alors vous ou moi pourrions le faire. Nous pourrions emprunter 1 billion sans souci, sans payer d'intérêt et renouveler le prêt à l'échéance. Donc cette culture s'est infiltrée dans la politique. Mais maintenant, avec la pandémie, l'inflation est revenue. La belle époque où les banques centrales pouvaient toujours baisser les taux d'intérêt et où l'argent était libre pour l'État est terminée. L'inflation était là. Avec le retour de l'inflation, les taux d'intérêt sont aussi revenus. Et maintenant, l'argent n'est plus gratuit. Maintenant, la politique doit de nouveau s'habituer à penser en termes de choix alternatifs, mais ils ne l'ont pas encore compris. L'endettement continue sans cesse, mot-clé. Fonds spéciaux que le gouvernement Merz a également mis en place maintenant. Mais les marchés deviennent nerveux. Les marchés ont compris que l'époque du et est révolue. Il faut à nouveau soit l'un soit l'autre. Et ils ne veulent plus vraiment financer cette politique d'endettement sans limite des États. C'est pourquoi les marchés obligataires vacillent. Les rendements augmentent partout. Parfois, il y a effectivement une sorte de secousse sur le marché, mais les responsables politiques ne l'ont pas encore compris. Ce qu'elles devraient faire maintenant, ce serait en fait de dire au marché, je fixe de nouvelles priorités. Je travaille à réduire la dette, mais notre nouveau gouvernement ne l'a pas encore fait. Dans son accord de coalition, elle a inclus tous ceux qui... Elle a repoussé les questions urgentes et importantes à plus tard. Une commission doit être créée pour réformer le système de retraite. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer ainsi, le système de retraite est presque en faillite, mais on repousse encore le problème, on remet à plus tard. Assurance, dépendance. Les organismes disent ça ne peut plus continuer, nous n'avons plus d'argent. L'État a accordé de plus en plus de prestations, ce n'est plus finançable. Réforme de la santé. Donc tout l'État social est devenu tellement puissant parce qu'on vivait selon la devise du tout et en même temps, qu'il ne reste presque plus de place pour autre chose. Et le gouvernement actuel essaie de résoudre ce problème en créant ces gigantesques pots de dette. Ils étaient sans doute nécessaires, car il fallait agir vite désormais. La prochaine étape doit être une réforme fondamentale du budget. Et si vous regardez ça, moi je l'ai examiné morceau par morceau. Il y a des choses, des petites choses que vous pouvez économiser. La question est de savoir si l'aide au développement est vraiment aussi efficace, si tout l'argent que nous dépensons pour toutes sortes d'organisations internationales est vraiment bien investi, mais ce sont là de petites choses. Si vous regardez le budget fédéral, il y a un poste vraiment énorme. Le gros morceau, c'est l'État-providence. Et si vous ne touchez pas à celui-là et que vous n'y faites pas d'économie, vous n'arriverez jamais à avancer. C'est pourquoi il est juste de dire maintenant que nous ne pouvons pas continuer ainsi avec l'allocation citoyenne. C'est déjà un premier pas, mais cela ne suffit pas du tout. Il faut que d'autres choses se passent. Et s'il ne se passe rien, alors nous aurons un énorme problème. Car alors, le marché refusera d'acheter les obligations que les États doivent émettre. Et alors, on dira comme cela a souvent été fait dans l'histoire, si le marché n'achète pas nos dettes, alors nous forcerons les banques centrales à les acheter, et ce, avec de l'argent fraîchement imprimé. Et ensuite, c'est l'inflation qui règle le problème pour nous, mais elle le fait d'une manière qui nous affecte tous. Et ce n'est pas vraiment souhaitable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous venez d'évoquer l'assainissement budgétaire et l'effondrement du système social. En fait, nous sommes sur le point d'assister à une réorganisation imminente du système financier. Est-ce que cela se passera pacifiquement, sachant que les économies sont toujours, au final, très très désagréables ? Ou bien y aura-t-il une sorte de grand reset ou peut-être une guerre qu'on nous attribuera à nouveau d'une manière ou d'une autre ?